Bonjour à tous. Alors, je pense que tout le monde nous entend en ligne. On va faire le top départ si tout le monde est d'accord. Alors, on est en petit comité. Certains, on est 5-6 connectés en ligne. Quelques personnes aussi également en salle avec nous. Donc, on va pouvoir échanger sur un format un peu convivial sur ce petit déjeuner. On se présente rapidement pour démarrer. C'est essentiellement Romain qui va animer la réunion puisqu'on va travailler justement sur un sujet aux alentours, autour des conditions générales de vente. Donc, un aspect très juridique. Sur le côté e-commerce, Romain travaille avec Marie, alors que tout le monde ne voit peut-être pas la caméra, mais en tout cas, quand salle, tout le monde voit, donc ça, c'est le principal. Qui je suis dans l'histoire. Pierre-Antoine Philippi, on anime, en fait, on est trois dans la région avec Romain et une autre personne à animer une petite équipe qui se consacre aux e-commerçants à temps plein, qui se consacre aux e-commerçants sur toute la problématique, côté juridique, côté fiscal, côté comptable, côté pilotage également. Donc on se répartit un petit peu ce groupe. Ça prend Ouais, de temps, hein. Un petit peu de toute cette partie. Donc Romain va animer voilà, ce côté un petit peu conditions générales de vente et moi je vais venir compléter au fur et à mesure d'autres éléments qui peuvent justement influer et qui peuvent être liés à ce sujet. Surtout, n'hésitez pas, alors que ce soit en ligne ou en présentiel, à nous interroger au fur et à mesure, ce sera beaucoup plus convivial et beaucoup plus interactif. Je te laisse lancer. c'est parti. Allez, à toi. Alors, vous vous entendez tous bien? Les personnes en ligne, vous vous entendez correctement? Je vais Je vérifier. vérifie. Oui, ça va très bien. Ah bah, c'est parfait. Bon, c'est parti. Alors, on commence. Pour revenir sur les propos de Pierre-Antoine, on va aller un petit peu au-delà des CGV, des CGV qui sont en tant que tel un support d'information, mais on va dépasser un peu les CGV en se mettant dans la peau d'un consommateur, d'un client, et en surfant sur un site internet. À titre de prérequis, donc ici on vise les e-commerçants, mais avant d'être un e-commerçant, vous êtes avant tout des commerçants. Euh, à ce titre, en tant que commerçant, vous êtes redevable auprès de vos clients d'informations, que ce soit des informations contractuelles prévues par les textes de manière obligatoire, type de paiement, de livraison, rétractation par exemple, on en parlait tout à l'heure pour la partie véritablement e-commerce. Et vous êtes également redevable d'informations, aussi des informations de la production et du marketing. Et à ce titre, parce que vous êtes e-commerçant, ces informations sont en face de un public qui est plus vulnérable, plus exposé. Et donc, le législateur a souhaité mettre en place des dispositifs protecteurs de ces personnes. Donc, dans le déroulé qui va suivre, on va parler de vos clients professionnels, mais on va aussi parler, et surtout, des clients consommateurs. Parce que c'est à ce titre que vous avez une obligation d'information renforcée sur les sites internet. Donc, à titre de sommaire, bon, rapidement, on va voir dans les temps 1 et 2 globalement ce que sont ces informations obligatoires. Et dans un temps 2, pour vraiment vous mettre dans le bain, à quoi vous pouvez vous attendre si vous ne respectez pas ces obligations d'information, ou en tout cas si vous faussez les informations ou vous trompez votre client. Et derrière, en point 3, 4, 5, ce que je vous disais tout à l'heure, on va se mettre dans la peau d'un acheteur, d'un client e-commerce, et on va surfer sur un site, enfin sur plusieurs sites, donc j'ai fait des screenshots sans dénoncer les sites en question, bien sûr tout est anonymisé, mais on va se mettre à la place du consommateur et relever les points d'information essentiels que vous, en tant que e-commerçant, devez révéler à votre client. C'est typiquement la première approche qu'on utilise d'ailleurs quand Romain fait des audits de sites ou des choses comme ça, à dire tiens finalement, on va faire un petit tour d'horizon. C'est vrai que la matière est très juridique, on va aller faire un tour dans le code de la consommation, on va faire un tour dans le code de commerce. Mais première chose qu'on fait, premier réflexe, bah, on ouvre et on regarde quelque part. On se met un petit peu, comme disait Romain, à la place du client. Tiens, comment on fait, etc. Et après, bien sûr, on met la page juridique qui va bien. Parce que malgré tout, on parle de consommation générale de vente, on parle de choses qui sont très liées à les commerces en ligne. Ça reste un droit, ça reste du contrat derrière. Ça reste du domaine du contrat finalement. Donc on y détache quand même le côté juridique au début, mais il faut malgré tout pas l'oublier dans les fonds. Oui, vous verrez que toutes ces informations que vous communiquez à votre client sont des informations contractuelles, donc ils vont vous engager derrière. Alors, un petit tour des informations obligatoires. Donc voilà, on les a catégorisées en quatre points. Vous avez des informations qui sont relatives à vous en votre qualité de vendeur. Donc vous devez, par l'intermédiaire du site internet, révéler à votre acheteur qui est derrière son écran, qui est à distance, révéler qui est véritablement le vendeur, qui se cache entre guillemets,
derrière un nom commercial, derrière une marque. Il faut que le client puisse facilement retrouver vos coordonnées, facilement vous identifier. À ce titre, ici je cite un numéro de téléphone. C'est pas nécessairement une obligation de disposer d'un numéro de téléphone. On a de la jurisprudence très récente sur le sujet. Vous n'êtes pas obligé de mettre à disposition une ligne téléphonique. Vous êtes par contre obligé de mettre à disposition du client un moyen de communication, permettant au client d'entrer facilement en contact avec vous. Donc ça c'est nouveau. Les textes français prévoient ce numéro de téléphone, mais la Cour de justice de l'Union européenne est venue dénoncer ces dispositions. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus censé présenter un numéro de téléphone de manière obligatoire. Ensuite, les informations relatives aux produits et aux services vendus, on reviendra tout à l'heure dessus, mais c'est toutes les informations qui vont concerner tout simplement le produit ou le service que vous allez vendre. Donc dans le détail, vous vendez une machine à laver, il faut avoir toutes les caractéristiques, on le verra tout à l'heure, j'ai pris ça comme exemple, mais d'une machine à laver, comme si le client pouvait s'en rendre compte en magasin, dans un établissement physique. Idem, si vous êtes prestataire de service, il faut pouvoir présenter au client de manière détaillée ce à quoi il va s'attendre. Et les obligations en matière de prestation de service, je le cite, sont renforcées si vous êtes prestataire de service à la personne, entreprise agréée par l'État, et à ce titre, vous avez une obligation d'information qui est encore plus renforcée. Et ensuite, on le verra sur ces fameuses fiches produits, vous avez des choses qui paraissent basiques, mais qui sont essentielles, le prix, une photo du produit, la disponibilité, les pièces détachées lorsque vous vendez du produit. Il y a également une réglementation qui vous oblige à présenter au client la disponibilité des pièces détachées. Et il y a d'autres informations. Ensuite, on a des informations relatives plus largement au contrat de vente. Donc là, je cite les modalités de livraison, les garanties, les moyens de paiement. Ça, on le verra en détail dans notre navigation au lieu et place d'un consommateur. Et enfin, vous avez des informations qui sont propres à l'environnement dans lequel on se trouve aujourd'hui, donc dans le e-commerce. Et dans le e-commerce, vous savez très bien qu'il existe de la rétractation, très important, une information qui est très importante, qui est souvent oubliée, en tout cas dans le détail. Et parfois, on trouve même des CGV avec un article sur la rétractation annonçant encore un délai de 7 jours, donc l'ancien délai. Vous avez des choses qui sont propres également au e-commerce, la médiation, donc la possibilité pour un consommateur de recourir à un médiateur en cas de litige avec le e-commerçant. Vous avez les avis en ligne, la politique de confidentialité, donc ça, je vais faire un petit point rapide dessus. Politique de confidentialité, c'est lié au traitement des données personnelles. Donc la mise en place, vous avez certainement tous entendu parler, la mise en place du règlement général sur la protection des données personnelles. Quand vous collectez de l'information, donc quand vous collectez des données personnelles auprès de particuliers, le simple fait de collecter est un traitement de données à caractère personnel. Et à ce titre, vous devez vous conformer à ce qu'on appelle la loi informatique et liberté, qui a été modifiée par le fameux RGPD. Et quand vous êtes dans ce registre-là, vous devez de communiquer à votre client ce que vous faites à ce titre. Donc, quand vous collectez de l'information, vous devez toujours, c'est un moyen assez simple quand nous on réalise nos mini-audits, quand vous annoncez sur une page d'accueil, renseignez votre adresse email pour être abonné à la newsletter, lorsque vous créez votre compte pour pouvoir effectuer un achat sur un site marchand, à ce moment-là, vous collectez de la donnée, vous devez d'ores et déjà informer votre client de ce que vous allez faire de ces informations, comment vous allez les traiter. Donc, vous avez de l'information à la collecte, et après plus largement, et c'est ce qu'on vise ici, la politique de confidentialité, plus largement, vous allez détailler tout ce que vous allez faire avec ces données. On en reparlera un tout petit peu en naviguant sur les slides. Alors, absence d'information ou information erronée, quel risque? Donc je vous présente les risques avant, comme ça vous sensibilise encore plus à ces notions. Les risques, vous avez je ne l'ai pas indiqué ici, mais vous avez un risque qui est, mineur par rapport à ces risques-là. C'est la sanction civile. Quand vous trompez votre client, entre guillemets, ou vous faites une erreur dans une fiche produit ou une erreur dans une information que vous communiquez à votre client, le client pourrait être en droit de demander à annuler sa commande, tout simplement. Vous seriez contraint de rembourser. Si cette vente que vous avez faite de manière erronée a causé un préjudice à votre client, vous pourriez être aussi redevable d'une indemnisation auprès de votre client, à titre commercial.
Et si le litige ne se résout pas comme ça peut partir au contentieux. Vous avez beaucoup de clients, donc de consommateurs qui saisissent les tribunaux d'instance, donc auparavant c'était les juridictions de proximité, maintenant les tribunaux d'instance, mais qui les saisissent pour des sommes dérisoires, sachant qu'une procédure pour un consommateur ne coûte rien. Donc ça coûte juste un peu de temps, un peu d'investissement, mais en tout cas pour le professionnel, ça oblige à répliquer et à se présenter aux audiences, et ça engendre du temps, etc., etc. Ce à quoi il faut faire attention, et donc je cite ici, c'est la répression des fraudes. C'est les autorités de contrôle. La répression des fraudes, sur l'année 2017, a contrôlé plus de 12 000 sites marchands. Et ces contrôles ont porté notamment sur l'information, tout simplement, de communiquer aux clients sur les sites. Donc les informations obligatoires qui sont prescrites par le législateur. Je disais tout à l'heure, les coordonnées du vendeur, c'est des choses qui peuvent paraître basiques, mais il faut que ça apparaisse. Le simple fait de ne pas retrouver ces informations vous expose à une sanction. Idem, quand vous créez de l'information pour la vente de vos produits, donc des informations je veux dire, commerciales, du marketing véritablement, vous allez faire des annonces, jusqu'à moins 30% de remise sur vos produits, jusqu'à moins 50%. En ce moment, on est bien servi. On a le Black Friday, on a des bulles de pourcentage qui apparaissent partout, moins 70%, moins 80%. Attention à ce que vous faites derrière. Il faut que votre annonce soit le reflet de vos pratiques. Donc si vous annoncez des rabais de moins 80%, il faut que ces rabais, on les retrouve sur vos produits. Et pas, si vous annoncez jusqu'à moins 80% sur des milliers de produits, c'est pas un seul produit qui doit être à moins 80%. Il faut respecter une certaine proportion, et être raisonnable dans vos annonces. Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à ce qu'on appelle à une requalification de vos pratiques en pratiques commerciales déloyales. Et à ce titre, vous êtes également sujet à sanctions. Alors, la répression des fraudes, autorité de contrôle, a aussi le pouvoir de vous sanctionner directement. On appelle en termes de sanctions administratives. Donc, elle a le pouvoir de vous infliger des amendes. À titre d'exemple, je reprends mon exemple de tout à l'heure, vous oubliez volontairement ou involontairement, on ne peut pas le savoir quand on est sur votre site internet, de mentionner vos coordonnées postales, l'identité du vendeur. Cette mention, qui est une information obligatoire, vous expose à une amende administrative qui peut aller jusqu'à 15 000 euros. Donc le montant maximum de 15 000 euros est rarement appliqué, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai jamais vu, mais par contre vous avez des amendes qui peuvent aller entre 2 000 et 5 000 euros, selon les conséquences que ça a pu avoir sur votre client. Et idem, en matière de droit de rétractation, en matière d'information sur le droit de rétractation, on reviendra un petit peu dessus de manière plus détaillée sur les slides suivantes, vous exposez à des amendes qui peuvent aller jusqu'à 75 000 euros, parce que le droit de rétractation est primordial en vente à distance. Vous avez un client qui est, comme je viens de dire, qui achète à distance et qui est exposé, qui est vulnérable. Donc il faut être très vigilant. Donc le législateur a voulu marquer le coup en proposant aux autorités de contrôle de pouvoir sanctionner jusqu'à 75 000 euros. Et s'agissant des pratiques commerciales trompeuses, ce que je citais tout à l'heure, donc plus largement c'est des pratiques commerciales déloyales, ces pratiques-là vous exposent à des sanctions pénales. Donc là on passe sur un niveau supérieur. Sanction pénale, ça veut dire saisine du procureur de la République et poursuite judiciaire. Et donc ça peut vous exposer 2 ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende. Donc idem, des 2 ans d'emprisonnement, bon, ça s'apprécie, on est vraiment dans quelque chose de très grave. Par contre l'amende, je l'ai déjà vu. Donc ça vous êtes patron d'entreprise, vous vous retrouvez devant le tribunal correctionnel. Et vous passez entre les crimes, les meurtres, etc. etc. C'est très compliqué, c'est très dur à vivre comme situation. Surtout quand vous avez juste, entre guillemets, joué sur des prix, vous n'êtes pas dans le même registre que d'autres, et pour autant vous vous retrouvez à la barre comme tout le monde. Voilà ce qu'il en est des sanctions. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions ou des interrogations à ce type. On va commencer notre navigation en tant que consommateur client sur Internet. Donc la question importance de l'information, où, quand et comment. Alors on va commencer par un petit rappel sur le formalisme. J'ai cité en fait des textes que le législateur a mis en place pour le e-commerce spécifiquement. Et vous voyez que dans chaque texte apparaissent des informations qui doivent être retranscrites de manière lisible et compréhensible. Il faut garder à l'esprit que tout ce que vous allez mettre sur votre site internet, il faut que ce soit lisible, il faut que ce soit compréhensible. Il ne faut pas que ce soit caché
dans un coin en bas d'un site, dans une rubrique, une sous-rubrique, qui est quasiment jamais consultée ou difficilement accessible. Il y avait une grande tendance à un moment donné à tout loger, on va dire, en bas de page, on mettait les mentions légales, les CGV en tout petit, tout bien caché. De plus en plus, on en parlera pour les CGV au fur et à mesure, mais il faut que ça arrive presque en pop-up, idéalement au client. Ça, entre guillemets, c'est le top au niveau de qualité d'info. Et on verra après pour les conditions générales. C'est justement ça, voilà. Le végétal bien là-dessus, informer votre client le mieux possible. C'est ça. Et de manière plus générale, c'est veiller, c'est ce que j'ai indiqué ici, c'est veiller à la loyauté des informations que vous communiquez sur votre site. Donc là, ces textes en question prescrivent des informations de manière express. Donc vous savez, en lisant les textes, bon, il faut les lire. C'est pour ça qu'on est là aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Mais il y a des informations, je le reprends encore une fois, les informations que vous allez créer vous-même, le marketing. Rien n'est indiqué dans les textes, sauf à être loyal. Voilà, donc il faut veiller à avoir des termes lisibles et compréhensibles et loyaux. Alors on va débuter. Parcours plutôt naturel pour un consommateur. On se retrouve sur une page d'accueil. À titre de prérequis, on est un petit peu hors du sujet, mais si vous avez un site internet et que vous avez un nom de domaine, mais votre site internet, c'est peut-être pas vous qui l'avez créé, c'est peut-être une agence, c'est peut-être une tierce personne. Veillez à vérifier les droits dont vous disposez sur votre nom de domaine. Est-ce que votre nom de domaine vous appartient? C'est un petit prérequis. Idem, première chose que l'on met en avant sur son site internet, c'est sa marque, c'est son enseigne, son nom commercial. Est-ce que vous êtes bien titulaire est-ce que vous avez déposé votre marque ou votre enseigne ou votre nom commercial? Et est-ce que vous en êtes propriétaire? Est-ce que vous êtes titulaire des droits sur la propriété intellectuelle? Ça peut jouer aussi, je l'ai déjà vu appliquer. Un e-commerçant a été passé par une agence web pour justement concevoir y compris la charte graphique de son site, l'UX, la totale. Simplement, le cahier des charges était rédigé d'une telle manière que finalement, c'était l'agence web qui était propriétaire de l'intégralité de la charte graphique. Ils se sont fâchés, ça peut arriver. Il y a eu un gros litige là-dessus parce que justement, l'agence web ne voulait pas lâcher la main sur la charte graphique qu'elle avait développée pour le compte du client, qui pourtant était bien actif en ligne, aucun souci là-dessus. Mais il y a eu une friction et ça a pas mal fini, mais ça a duré très 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 longtemps pour qu'on puisse reconnaître aux e-commerçants la propriété, en tout cas la possibilité de transférer la propriété intellectuelle de son UX, pas plus que ça en fait. Ouais. Pas plus que ça, entre guillemets. Mais voilà, donc il y a bien un sujet, donc faites-y attention. Maintenant, en termes d'information. Donc on est sur une page d'accueil, on citait tout à l'heure, toutes les informations légales. Donc on va les retrouver la plupart du temps en footer. Donc dans ces informations légales, on reviendra point par point, et vous avez les mentions légales globalement qui comprennent toutes les coordonnées du vendeur, vous avez qui héberge votre site internet, vous avez le nom et prénom du directeur de la publication. En tout cas, ça reprend un panel d'informations obligatoires. Donc c'est pas par hasard que ça y figure. Ça s'appelle mention légale, c'est pas prescrit par les textes, mais globalement on retrouve souvent cette petite item mention légale. Les conditions générales de vente, outil très important. Je vais revenir dessus plus particulièrement après, mais c'est important que les conditions générales de vente soient accessibles sur toutes les pages du site. Sur les conditions générales de vente, on l'a dit tout à l'heure, ce sont les modalités de votre contrat. Tout ce qu'il y a dedans, c'est tout ce que vous voulez opposer à votre client. Et à ce titre, quand votre client surfe sur votre site internet, à tout moment, il doit pouvoir prendre connaissance de toutes les conditions qui encadrent la vente. Donc quand vous allez arriver plus particulièrement après sur une fiche produit, le client doit pouvoir prendre connaissance du détail du produit ou du service qu'il souhaite acheter, mais aussi des conditions qui entourent la vente de ce produit. Comme ça, à l'instant T, le client dispose de toutes les informations. Dans cette rubrique informations légales, on va retrouver la politique de confidentialité, donc ça j'en ai parlé, et d'autres informations. Donc, ici par exemple, on a conditions générales d'utilisation d'un marketplace. Si vous êtes marketplace, vous devez mettre en place des conditions donc opposables à la fois aux marchands et aux clients. C'est ici que ça peut se retrouver. Et après, si vous avez d'autres choses à y faire figurer, vous pouvez le faire. Petit point sur la dépose de cookies. Si vous avez une politique de gestion de dépose des cookies, ça peut se retrouver également soit dans la politique de confidentialité, mais en tout cas dans cette rubrique information légale. Et plus généralement, on a l'habitude de voir depuis 3-4 ans maintenant, quand vous ouvrez un site internet pour la première fois, vous avez un petit bandeau qui s'affiche et qui propose aux clients de prendre connaissance de la politique
de gestion des cookies, de dépose des cookies. De manière synthétique, aujourd'hui, la dépose de cookies, le client l'accepte en continuant à naviguer sur le site internet. C'est globalement ce qu'on retrouve sur tous les sites internet. Demain, parce qu'il y a une modification qui est en cours, demain, la navigation, la poursuite de navigation ne vaudra plus acceptation de dépose des cookies. Il faudra trouver un nouveau moyen. Donc, vous avez jusqu'en octobre 2020, et de toute façon, vous verrez, l'actualité sera enrichie à ce moment-là. Il faudra passer sur quelque chose qui permette de recueillir l'acceptation, le consentement du client. Donc, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à changer, mais sachez que ça va évoluer et que ce qui est fait actuellement, la poursuite de navigation qui vaut acceptation, sera plus valable demain. Et enfin, sur la page d'accueil, ce qu'on peut retrouver aussi le plus généralement, et ce qui est sensible en tout cas à l'égard d'un consommateur, c'est les modes de paiement, restrictions de livraison. Pourquoi je les ai cités ici? Parce que le législateur impose de communiquer aux clients les moyens de paiement et les restrictions de livraison avant le début du processus de commande. Donc le début de processus de commande, on imagine bien que ça peut être la mise au panier. En tout cas, la consultation d'une fiche produit et la mise au panier. De ce fait, il faut impérativement communiquer aux clients, avant cette mise au panier, les moyens de paiement et les restrictions de livraison. C'est souvent pour cela qu'on retrouve dans le footer, vous avez les moyens de paiement qui apparaissent ici, et les restrictions de livraison qui apparaissent dans une petite rubrique. Donc c'est pas par hasard que ça apparaît là. C'est une information qui est communiquée vraiment préalablement au reste. On continue, donc on est sur la page d'accueil, on fait une petite recherche, on cherche son produit, on arrive sur une fiche produit. Donc là on a vraiment, c'est sur cette page-ci que vous avez le plus grand nombre d'informations. On va passer relativement vite sur certaines. On va commencer par une des informations majeures, c'est le prix. Donc le prix, si vous vendez à des professionnels, vous avez un prix qui est affiché hors taxe. Si vous vendez à des consommateurs, vous avez un prix qui est vendu TTC. Donc attention aux sites internet qui ont été créés à l'origine pour des professionnels et qui sont tout de même ouverts à des particuliers. S'ils sont ouverts à des particuliers, vous devez vous conformer à la réglementation propre aux particuliers. C'est-à-dire que vous devez afficher un prix TTC. Et à ce titre, je parlais tout à l'heure des pratiques commerciales déloyales. On a beaucoup de pratiques commerciales sur le prix liées aux annonces de réduction de prix. Ici, vous avez un exemple, vous avez un prix barré de 1199 € et une offre de prix à 729. Le prix de référence qui est ici doit être loyal et réel. C'est la réglementation qui l'indique comme ça. Loyal et réel, c'est assez récent, on n'a pas beaucoup de définitions, donc on peut en avoir plusieurs. Ce qui importe, c'est que vous ne trompiez pas le consommateur. Donc à ce titre, je vais vous donner un exemple. Vous avez un prix de référence qui est à 1199 €. Si la veille, le prix affiché était de 999 €, vous êtes en faute, vous trompez le consommateur, vous gonflez artificiellement le prix de référence pour augmenter le rabais affiché, vous êtes dans une situation de pratique commerciale déloyale. Donc là, vous êtes sujet à sanction pénale, etc., etc. Donc ça, c'est facilement contrôlable par les autorités de contrôle. Et quand vous êtes contrôlé, souvent ce qui vous est demandé, c'est un listing, un récap des prix sur les mois écoulés. Donc vous devez fournir un fichier Excel avec le détail du prix et la fluctuation du prix. Ça permet à la répression de fraude de vérifier votre prix de référence, en quelque sorte. Idem, je parle de pratique commerciale déloyale, comme on est en période de Black Friday, qui n'est pas une période de solde, attention, parce qu'on voit certains sites qui affichent des soldes à toute période de l'année. Interdiction d'employer le mot solde hors période de solde. Pour le Black Friday, ce que je viens de vous expliquer, donc Black Friday, c'est ni plus ni moins une opération de promotion classique, c'est juste un nom atypique. Mais pour autant, vous devez respecter cette loyauté sur le prix. J'ai consulté certains sites, parce qu'on a fait la même présentation hier, certains sites de personnes assistant à la présentation. J'ai pu relever des rubriques où on indique jusqu'à moins 70% sur les produits. Pour autant, quand on consulte les produits en question, il n'y a aucun à moins 70%. Donc là, on est clairement dans une pratique commerciale déloyale. Et c'est facilement contrôlable. Par les clients, par les autorités. Je continue rapidement, taxes et contributions diverses. Ça va varier en fonction de ce que vous vendez. Là, c'est l'exemple d'une machine à laver
donc c'est un produit recyclable, vous avez ce qu'on appelle l'éco-participation, une D3E. Donc cette éco-participation répond à une réglementation spécifique, et cette réglementation implique d'afficher le montant d'éco-participation. Vous avez ici dont 10 € d'éco-participation, et en plus de ça, donc on ne voit pas ici, mais les termes 10 € d'éco-participation sont cliquables et renvoient une fiche d'information qui permet au client de savoir pourquoi en fait il paye cette éco-participation. C'est encore une fois une obligation d'information. Et la répression des fraudes a autorité pour contrôler. Sur le sujet taxe, donc j'y suis rapidement très particulier, sur la question de la vente en ligne, pourquoi on parle aussi de prix hors taxe pour les commerçants et prix de TTC pour les particuliers? Il y a une taxe qu'on mésestime souvent, pourtant c'est important, c'est la question de la TVA. Quand vous vendez à des particuliers, on est dans un régime fiscal assez spécial, on appelle ça le régime des ventes à distance. Vous êtes un e-commerçant français, vous vendez en France, et la française, tout à fait. Vous mettez à vendre à l'étranger, fonction finalement du volume de vente que vous faites, Belgique, Luxembourg, en Angleterre, peu importe, la TVA peut être amenée à varier au fil de l'année. Au fil de l'année. C'est variable d'un pays à l'autre. Ça va changer dans pas très longtemps, parce qu'il y avait des effets d'opportunité. Certains s'installer dans d'autres pays pour éventuellement jongler entre les seuils. Là, tout va redescendre à un seuil de 10 000 €. C'est ce qui est prévu, 10 000 € par pays. 10 000 €, ça peut aller vite, quelque part. Donc attention, si un site, par exemple, était dédié à l'origine à des commerçants, vous raisonniez peut-être hors taxe. On passe sur une vente au particulier. Pour une question de pratique ou de rapidité, vous raisonnez toujours hors taxe. D'un pays à l'autre et d'un moment à l'autre de l'année, voire de la fois de la journée, le taux de TVA peut varier et donc le prix TTC peut varier. Et là, pareil, vous avez une information qui est tronquée pour le consommateur. Mais pour vous aussi, à ne pas vous tromper là-dessus, vous annoncez un prix TTC, faites attention à là où vous vendez et quand vous le vendez dans l'année, votre chiffre d'affaires lui-même peut varier en cours de route. Et indirectement, est-ce que votre système derrière est bien calibré, bien ficelé pour prévoir ce genre de truc? Tout à fait. Alors ensuite, on continue. L'information sur la quantité de produits disponibles. Donc ça peut paraître une information simpliste. Pour autant, ça peut avoir des conséquences graves. Lorsqu'un produit n'est plus en stock, le produit ne doit plus être commandable. C'est-à-dire qu'un client qui va commander un produit que vous n'auriez plus en stock, donc il va le commander, il va payer, vous allez le débiter. Derrière, vous allez lui indiquer que le produit n'est plus disponible. En fonction de la réponse que vous allez donner au client derrière, votre pratique pourrait être qualifiée de pratique commerciale trompeuse. Je m'explique. Le client en commande, vous n'avez plus en stock. Pour autant, vous l'avez débité et vous lui répondez tout simplement, de manière de bonne foi, de manière honnête, je vous propose un produit de substitution. J'ai plus le même, je vous en propose un produit de substitution. Ou je vous propose un avoir. Et là, le débat s'envenime un petit peu, parce que le client dit non, c'est pas ce que je voulais. Et là, vous lui dites c'est tout ce qu'on peut vous proposer. Et donc là, vous êtes dans une pratique commerciale déloyale, en tout cas pratique commerciale trompeuse. Vous avez altéré le comportement du consommateur, vous l'avez incité à acheter un produit que vous saviez plus disponible, c'est juste que vous n'avez pas mis les moyens pour rafraîchir votre base de données. Il a pu le commander et vous l'avez orienté vers un autre produit. Vous avez altéré son comportement. Et à ce titre, vous êtes dans une pratique commerciale déloyale. Et c'est un cas qu'on a rencontré l'année dernière ici également. C'est un des premiers clients d'ailleurs que j'ai eu et qui était exposé à ce cas-là. Il a tout simplement proposé un produit de substitution au client qui n'était pas le même. Il s'est obstiné à lui proposer ce produit et le client a tout simplement déposé plainte auprès de la répression des fraudes. Et ça a déclenché un contrôle sur tout son site. C'est dommage. Alors que la réponse, des fois, il faut... si le client insiste, demande un remboursement, il faut éteindre le feu et rembourser tout simplement. Et on peut laisser un produit qui n'est plus en stock visible. Vous pouvez le laisser visible. Voilà. Après, vous pouvez prévoir aussi une commande en disant au client j'aurai du stock dans un mois. Mais par contre, vous ne pouvez pas effectivement le laisser commandable avec un délai de livraison. Et typiquement, ici, il y a livré chez vous dès aujourd'hui. Le produit ne serait plus en stock. Ensuite, j'évoque les garanties. Donc ça, c'est surtout applicable aux produits et surtout aux consommateurs. En France, pendant des années, on a pratiqué l'extension de garantie, la garantie commerciale, la garantie contractuelle, qui a dissocié des garanties légales, notamment de la fameuse garantie légale de conformité de 2 ans. Donc, de par la loi, le consommateur dispose déjà d'une garantie légale qui garantit son produit contre les défauts de conformité. Donc c'est très large, à tel point que la répression des fraudes, dans son interprétation, nous dit
un défaut de conformité correspond à une panne, tout simplement. Donc, à partir du moment où le produit est en panne, c'est garanti de par la loi. Et en plus de ça, c'est la loi Hamon qui est venue renforcer ce dispositif. La charge de la preuve, en matière de garantie légale, de conformité, est renversée et pèse sur le vendeur. Donc, quand vous avez un client qui se présente et qui dit « mon produit est en panne », c'est à vous de prouver que le produit que vous lui avez délivré était conforme. Donc, autant dire que cette preuve est très compliquée à rapporter, parce qu'en tant qu'e-commerçant, vous n'êtes pas là au moment de l'ouverture. Si le client vous dit qu'il est en panne, c'est compliqué de le contrôler. Donc attention à la garantie légale de conformité dans le traitement sur le fond. Idem, on a eu des contrôles liés à des e-commerçants qui refusent une prise en charge sous garantie légale de conformité, en estimant que le client est fautif, mais sur aucun fondement. Donc ça déclenche pareil des plaintes auprès de la répression des fraudes et des contrôles. Ensuite, sur la forme, et là j'insiste également, vous devez systématiquement, quand vous proposez une garantie contractuelle à votre client, citer les garanties légales. Donc, si vous avez une garantie contractuelle qui est mieux-disante, je prends un exemple d'une garantie, vous garantissez pendant 2 ans votre produit, à la moindre panne vous remboursez, vous êtes sur une garantie qui est mieux-disante que la garantie légale, parce que la garantie légale vous oblige à un remplacement ou une réparation. Donc, si vous remboursez dans tous les cas, vous êtes mieux-disant. Pour autant, vous êtes quand même censé informer le client de l'existence de ces garanties légales. Surtout si vous proposez en plus une garantie payante. Donc c'est de l'information qu'on doit retrouver à la fois sur la fiche produit. Donc vous avez ici garantie de 100 pièces, main d'œuvre et déplacement. Vous avez une petite étoile en fait qui est ici, qui correspond en fait, je n'ai pas la page intégrale, mais qui correspond en fait à un renvoi à la garantie légale. Donc c'est important en termes d'information, parce que pareil, c'est sujet à amende administrative, vous pouvez aller jusqu'à 15 000 €. C'est facile à contrôler et ça peut vite coûter de l'argent. Caractéristiques essentielles du produit ou du service, ça c'est... Il n'y a pas beaucoup de surprises dans la matière. Veillez à être exhaustif et à bien détailler votre produit ou service. Conditions de livraison, vous devez, auprès de votre client, lui proposer une date ou un délai de livraison. Donc veillez à ce que ça figure sur votre fiche produit. Je fais un petit point sur les photographies. Ici vous avez une photo qui n'est pas forcément très lisible. Pour autant, à mon souvenir, si on clique dessus, vous avez une photo en haute définition qui apparaît, qui permet de distinguer de manière très claire le produit et ses caractéristiques physiques. Souvent, dans les conditions générales de vente, on a une petite phrase qui indique que les photos sont non contractuelles. Pour autant, ce n'est pas l'interprétation des autorités de contrôle, et notre interprétation, nous en tant que juriste, évolue, parce que si vous avez des photos qui sont en haute définition, qui permettent au client de se rendre compte, quasiment s'il était en présence physique du produit, de ses qualités, de son état esthétique, à partir de ce moment-là, vous faites rentrer dans le champ contractuel des photographies. Parce que le client pourrait très bien acheter cette machine à laver, bon là c'est pas un produit esthétique en tant que tel, en tout cas de décoration, mais pourrait très bien acheter cette machine à laver parce que le bouton qui est ici est rond et gris aluminium. J'ai eu le cas sur un micro-ondes qui avait le bouton de la minuterie qui était rond et gris sur la photo et qui était vendu rond mais de couleur du micro-ondes. Et le client a demandé à bénéficier de la garantie légale de conformité parce que son produit n'était pas conforme à ces attentes. Donc ça rentre dans le champ contractuel. Donc encore une fois, si vous avez une mauvaise attitude, entre guillemets, une attitude qui est contraire à ce que souhaiterait le client, en tout cas avec un client de bonne foi en face de vous, encore des clients malhonnêtes ne méritent pas un traitement forcément en leur faveur, mais si vous avez un client qui vous réclame quelque chose qui est avéré au vu d'une photographie, réfléchissez à aller dans son sens, parce que ça pourrait déclencher derrière une plainte et un contrôle tout simple à partir d'une fiche d'une photographie, et un contrôle sur tout votre site. Et enfin, les conditions de livraison doivent forcément apparaître sur la fiche produit. Pas nécessairement. Quand je dis conditions, en fait, sur la fiche produit, vous devez avoir au moins un délai de livraison, une date. Après, les conditions de détail, vous pouvez les retrouver dans les fiches. On doit les afficher sur la fiche produit. C'est mieux, ouais. C'est mieux. À moins que vous ayez un autre moyen de les afficher dans le tunnel de commande. Oui, on voit les deux, c'est mieux. Mais l'un, dans le tunnel de commande, si vous avez tout affiché de manière très apparente dans le tunnel de commande, oui, c'est possible.
En tout cas, on est dans de l'information en fait, précontractuelle. Donc, à partir du moment où vous êtes bien avant la commande, avant le paiement, avant la validation du... La problématique que vous aurez peut-être, c'est que vous l'affichez peut-être après la validation du panier, le délai de livraison. Le mode de livraison. Peut-être là, il y a peut-être un sujet à ce niveau-là, c'est que normalement, le panier est censé permettre au client de valider en fait, toutes les conditions de sa commande, le détail de sa commande et les conditions, dont la livraison. Donc à partir du moment où il a validé son panier, c'est-à-dire que derrière, il peut avoir la surprise d'une livraison qui va se faire sous 30 jours, alors que lui, dans son idée, c'était d'être livré dans les 3 jours. C'est sujet à interprétation. C'est vrai que c'est de l'information précontractuelle. Donc vous êtes toujours avant achat, mais bon, ça peut susciter des interrogations. C'est pas faux en tant que tel. Voilà sur la fiche produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai à peu près fait le tour, en tout cas, des grandes lignes. Bon, les informations lisibles et compréhensibles, je l'ai cité tout à l'heure, donc ça, vous devez toujours respecter ce mot d'ordre-là. Marketplace, j'en ai parlé aussi un petit peu. Vous avez des marketplaces, vous pouvez être marchand sur des marketplaces, vous pouvez être vous-même marketplace. Sachez que lorsque vous êtes marchand sur une marketplace, tout ce que je viens de dire là, vous devez également pouvoir le reproduire sur un marketplace. Vous êtes responsable des informations que vous avez communiquées à votre client final par l'intermédiaire de la marketplace, mais la marketplace a aussi un devoir de vous permettre techniquement de reproduire ces informations. La législation évolue sur la marketplace pour, je vais employer un terme qui n'est pas forcément le bon, mais pour accentuer les obligations des marketplaces et créer quelque part une solidarité avec les marchands. Avec les marchands, une solidarité marketplace marchand dans justement les informations qui peuvent être transmises aux consommateurs. Parce que bien souvent, les marketplaces, et pour l'avoir vécu également, pour avoir travaillé pour une marketplace, bien souvent, quand un client fait un recours auprès de la marketplace se dédouane tout de suite en disant moi je ne fais que vous mettre à disposition un outil qui permet aux parties de se mettre en relation. Et ça s'arrête là. Je ne suis pas responsable de la vente et des informations qui ont pu être communiquées. Donc ça va évoluer. Et enfin, ce que je vous ai dit là, bon, ça concerne un produit. Sachez que ça peut être différent selon d'autres produits. Si vous vendez de la cosmétique, si vous vendez de l'alimentaire, si vous vendez du service, les informations peuvent être différentes. Vous vendez, prendre l'exemple du champagne, vous vendez une bouteille de champagne, vous avez des mentions liées à l'abus d'alcool. C'est des choses simples, mais qui doivent se retrouver sur les fiches produits. Comme en magasin, pour magasin, c'est pareil sur le net. On continue donc le parcours d'achat. J'ai validé, j'ai choisi un produit, je l'ai mis au panier. Bon, dans le panier, largement le tunnel de commande, il n'y a pas de grande surprise. La plupart des sites marchands respectent bien les étapes. Donc, en tout cas, les étapes obligatoires, c'est d'avoir un panier à valider qui est à dissocier de la page paiement. Donc on ne valide pas son panier, on ne paie pas en même temps. Ça, la plupart des e-commerçants le font, mais la page panier vraiment permet au client de se rendre compte de ce qu'il a choisi, du prix, des conditions de l'achat. Et là, je reviens sur ce que je disais au début. On ne le voit pas sur le screenshot ici, mais vous devez retrouver dans le footer vos conditions générales de vente. Permettre au client, quand il valide son panier, il peut se rendre compte de toutes les conditions. Il a à sa disposition toutes les conditions. Petit point rapide sur la livraison. Donc la livraison d'un produit se fait toujours au risque et péril du vendeur. En tout cas pour les consommateurs, pour la vente auprès des consommateurs, si vous utilisez un transporteur ou plusieurs transporteurs, vous êtes responsable de ces transporteurs. Donc si votre transporteur a un comportement abusif, décalé vis-à-vis de votre client, vous en êtes responsable. Donc un transporteur, je vais encore donner un exemple, vous avez certainement tous vécu à titre personnel. Je suis rentré de vacances il y a 3 semaines, j'avais le colis, le cadeau d'anniversaire de ma fille qui était dans mon jardin. Dans un carton, tout mouillé, parce qu'il restait 5 jours dehors. C'est un énorme site internet que tout le monde connaît, une grosse place de marché qui m'a livré. Pour autant, le livreur ne s'est pas posé de questions, il a balancé le produit au-dessus du portail. Et ça, vous en tant que marchand, vous en êtes responsable. A l'inverse, quand un client se rétracte d'une vente, il renvoie son produit, c'est le client qui est responsable du renvoi. Il fait le renvoi, c'est risque et péril. Donc c'est à lui de justifier qu'il va bien renvoyer le produit. Attention toutefois, lorsque vous recevez le produit, de ne pas l'ouvrir trop tard.
Vous avez un délai de réserve également qui permet d'émettre des réserves à la livraison, enfin à la réception du colis. Si vous dépassez ce délai, vous n'aurez plus de recours auprès de votre transporteur ni auprès du client. Sur la fiche, enfin sur le tunnel de commande, bon voilà, validation du panier, donc c'est ce que je disais au début. Confirmer la commande pour exprimer son acceptation définitive, donc la plupart des sites le font. Donc cette étape permet donc de valider et de passer donc à l'étape suivante. Vous avez identification et livraison. Identification, rappel, politique de confidentialité. À un moment d'identification, soit le client a déjà un compte, donc a déjà communiqué ses données, vous l'avez déjà informé du traitement des données à caractère personnel. S'il doit créer son compte à partir de la page suivante, n'hésitez pas, encore une fois, au moment où vous collectez des données personnelles, informer le client des traitements que vous allez opérer, pourquoi, quand, comment, etc. Voilà, on valide le panier, on s'identifie, on choisit les modes de livraison. On arrive au paiement de la commande. Rappel, payer la commande, encore une fois, ça paraît assez simpliste, mais le consommateur doit reconnaître explicitement son obligation de paiement. Donc avoir un bouton payer la commande qui serait indiqué commander ne serait pas valable. Valider non plus. Il faut que c'est le législateur qui l'a dit comme ça, il faut que cette formule ici, cette formulation soit dénuée de toute ambiguïté et que le consommateur puisse se rendre compte qu'en cliquant, il va s'obliger à payer. Ça paraît naturel, mais pas pour le législateur en tout cas. Le paiement 100% sécurisé, norme d'authentification forte. Aujourd'hui, vous connaissez, vous voyez la plupart des sites, le mode de paiement sécurisé, le 3D Secure, qui vous permet de sécuriser votre achat via un code que vous recevez par SMS ou par un autre moyen. Demain, ce 3D Secure ne sera plus suffisant. Donc, la norme doit évoluer vers quelque chose de plus fort. Donc c'est cette directive de service de paiement numéro 2 qui est déjà en vigueur, mais dont le délai de mise en conformité était reporté au 31 décembre de l'année prochaine, 31 décembre 2020. Donc ça va bouger, donc veillez à y faire attention. Ouais, donc vous avez globalement une année pour mettre en place. Bon, personne n'est prêt. Hein. D'ailleurs, vous avez quelques sites, comme on est en période de flottement, qui retirent les systèmes d'authentification, ce qui permet d'accélérer les processus de validation de paiement. Donc, vous avez des sites qui proposaient auparavant du 3D Secure, aujourd'hui vous n'avez plus. Et donc ils vont attendre certainement la mise en conformité au regard de cette directive pour le faire. Donc là, c'est le fait de recevoir en fait, ce qui a été, validation par SMS. ouais, ça a été jugé. Donc c'est les autorités en question, c'est l'autorité bancaire, bon, j'ai plus le nom exact au niveau Europe, au niveau de l'instance européenne, qui a jugé que ce système n'était pas suffisant, pas assez protecteur. Malgré le taux de fraude qui est relativement faible sur l'e-commerce, le 3D Secure que l'on connaît, en tout cas aujourd'hui, n'est pas suffisant. Donc ça va évoluer, je pense que les établissements bancaires vont aussi proposer des choses. Donc l'année 2020, il faudra suivre le sujet de près. Ce serait avec le module de commande qu'on a acheté. Oui, voilà, c'est ça. On va Ouais. avec la banque. Ouais. Si je viens informer, moi, quand ma banque effectivement qui s'est déplacée. Il a évolué et ils ont proposé des nouvelles solutions. Mais ça va arriver, donc pour l'instant personne n'est prêt. Hein. De toute façon, cette directive était en application en 2019 et personne n'a anticipé. Bah si, il y en a qui font, notamment les banques. Oui, mais les banques, mais en e-commerçant en tant que tel, tout le monde est à prendre retard. Sujet à surveiller et à suivre surtout. Et sur la page paiement de la commande, c'est sur cette page que vous allez avoir les fameuses formules. En cliquant sur payer ma commande, j'accepte les CGV et je reconnais les avoir lus. Alors les CGV, on va faire un petit focus sur les CGV parce que les CGV sont un support qui vont récapituler toutes les informations précontractuelles que vous devez communiquer à votre client avant un achat. C'est un bon support que nous, juristes, on apprécie. Pas forcément vous, commerçants, mais c'est un support qu'on apprécie parce qu'on va pouvoir récapituler toutes les modalités de la vente, toutes les informations qu'on doit communiquer au client. Et je prends des informations du type droit de rétractation, médiation, c'est des informations que vous allez avoir du mal à communiquer sur une fiche produit, parce que la fiche produit est déjà bien chargée comme ça. Donc vous allez pouvoir retrouver dans les CGV.
Donc les CGV, je vais tout de suite commencer par support opérationnel et contractuel. C'est ce que disait Pierre-Antoine au début de la conversation. Les CGV ne doivent pas être rédigés que par une tierce personne, un juriste ou un conseil. Les CGV sont avant tout un support opérationnel. Vous allez avoir dans le CGV le reflet des modalités de votre vente. Donc, que vous vendiez à des professionnels ou des particuliers, et c'est peut-être encore plus vrai pour les professionnels, vous allez tout simplement détailler les conditions. Donc c'est le contrat que vous allez passer avec votre acheteur, les conditions en fait, de votre vente. Donc il faut que les CGV soient construites par le juriste, effectivement, parce qu'il y a des dispositions légales dont on maîtrise, entre guillemets, dont on a la connaissance. Et il y a aussi des dispositions très opérationnelles, très concrètes, qui sont le reflet tout simplement de votre business. Je vais encore une fois prendre comme exemple les conditions de livraison. Quand vous livrez des produits, vous avez peut-être des produits que vous souhaitez livrer uniquement dans certaines conditions. Vous livrez des produits volumineux, peut-être que vous ne souhaitez pas les livrer au 30e étage d'un immeuble, sans ascenseur. Et j'ai déjà eu le cas de personnes qui n'avaient pas de conditions de livraison, en tout cas très peu détaillées. Une personne a acheté un réfrigérateur américain et habitait au 15e étage d'un... Bon, j'exagère, c'était sur Paris, donc cette 8e étage, mais pour autant, les livreurs se sont présentés à la porte, le frigo ne passait nulle part. Et ben, ce qui a dû être fait, c'est à la charge du vendeur, c'est appeler une grue pour monter le frigo et la passer sur le balcon. Donc pour vous, la marge, vous en doutez bien, est complètement liée. Et c'est une mauvaise expérience en plus pour le client. Parce que derrière, ça génère du recours, ça génère des journées de congé posées à droite et à gauche. Donc à retenir, CGV à construire, donc support contractuel et opérationnel à construire avec les équipes opérationnelles et avec les juristes. Je l'ai dit tout à l'heure, un seul et unique support reprenant toutes les informations obligatoires. Donc ça, c'est pas un secret. On sait que les CGV sont souvent, malheureusement, un document très chargé, très lourd, mais bon, on y met toutes les informations obligatoires que prescrit la loi. On vous recommande de le faire comme cela, parce que bon, vous voyez, j'ai cité ici le Code civil, mise à disposition des stipulations contractuelles applicables de manière qui permettent leur conservation et reproduction. Ça veut dire que les CGV qui sont présentes sur ce site, elles ne doivent pas être simplement reproduites sur une page qui est intégrée, incrustée, où le client, pour les enregistrer, doit faire un clic droit, choisir un format qui n'est pas adapté, ou s'il les imprime, il va imprimer un format complètement inadapté, donc il va avoir 25 pages avec la publicité entre deux. Il faut que les CGV soient enregistrables et imprimables. Ça permet au client de lui permettre de générer un support durable, la plupart du temps un pop-up avec un PDF, qui lui permettent de l'archiver facilement, de les conserver, et de les imprimer s'il le souhaite. Et point important également, il est recommandé de les dater et de créer des versions, parce que au plus votre activité va avancer dans le temps, au plus vous allez avoir de contrats de vente en archive, au plus vous allez avoir de... Bon, je ne vais pas dire ça comme ça, parce que je ne vais pas vous souhaiter ça, mais vous allez peut-être avoir des recours de clients quelques années, en tout cas dans les 2 ans qui suivent l'achat. Peut-être qu'entre deux, vous aurez fait évoluer vos conditions. Il faut que vous puissiez retrouver les conditions qui étaient applicables à l'époque. Que ce soit pour vous situer, savoir ce que vous avez vendu à l'époque, et aussi pour votre client, qu'il puisse, si vous ne lui avez pas mis forcément, vous n'avez pas adressé les conditions, on le verra après, pour lui opposer, il faut que celui-ci puisse les retrouver sur votre site. Vous avez des sites, je prends l'exemple de Amazon ou Sitesfood, qui ont créé des pages dans lesquelles vous retrouvez toutes les conditions de vente applicables depuis la création du site. Ce qui permet au client, en cas de recours quelques années après, si les CGV, lui, il ne les retrouve plus, ou ne les a pas enregistrés, ou si on ne les a pas mises à disposition, ou si on ne les a pas communiquées, il permet en fait de les retrouver facilement. Sur un point sur lequel on insiste vraiment là-dessus, c'est que la CGV doit être vraiment personnalisée quelque part. Bon, déjà, on a déjà vu quelques sites sans CGV ou des bouts de copier-coller, grosso modo, vous vendez sans contrat. Que ça soit avec un commerce, avec un autre professionnel ou avec un particulier d'ailleurs. Et pour plusieurs fois, c'est une question de facilité. Certains sites juridiques en ligne, je ne vais pas donner leur nom, mais font des CGV un petit peu pop-up. Vous prenez quelques formules, vous les reprenez. Vous allez faire un tour sur le site d'un concurrent qui vous paraît assez similaire dans l'activité. Vous faites un espèce de copier-coller ou autre chose comme ça. Là, c'est foutu de chez foutu par rapport à la validité de vos conditions générales, le respect par rapport à votre activité dans toutes les conséquences que ça a, et surtout, ça peut déboucher sur du plagiat. J'ai déjà vu tout de quelqu'un qui allait chercher, j'ai trouvé très bien rédigé, hein, les conditions générales, alors je sais plus showroom ou vente privée, je sais plus quel des deux, sauf que ceux-là,
et beaucoup font ça de gros noms, mettent des fautes d'orthographe partout dans leur commission générale de vente, des tournures de phrases particulières, pour simplement aller traquer si les CGV n'ont pas été repérés chez d'autres, et aller les attaquer sur plagiat. C'est nous pour ça aussi. Donc, c'est le côté très lourd, très embêtant, très ennuyant quand on est commerçant de rentrer là-dedans, mais c'est quand même quelque chose de vraiment, vraiment fondamental. Et comme c'est fondamental, les CGV, donc, vous devez les faire évoluer selon votre client. Donc j'ai indiqué ici, non je ne l'ai pas indiqué, c'est autre chose, pardon. Vous devez les faire évoluer selon votre client. Donc si vous, déjà consommateur professionnel, les conditions vont être différentes. Donc c'est bien d'avoir peut-être 2 rubriques avec des conditions applicables aux consommateurs, des conditions applicables aux professionnels. Et si vous vous lancez dans la vente internationale, donc déjà en Europe, dans des divers pays, il y a des subtilités selon les pays. Donc des choses à faire évoluer qui sont des fois pas adaptables aux clients, ou des fois pas tout simplement conformes à la réglementation du pays en question. Donc à faire évoluer. Et comme ce document est important, et c'est la transition et la dernière phrase de cette slide, il faut pouvoir les opposer, ces conditions. Alors pour les opposer, on vous a fait un petit récap de la sorte. Vous avez plusieurs options, sachant que ces options sont cumulatives. C'est pas au choix. Vous devez les afficher avant vente. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais les conditions générales de vente sont présentes dans le footer. Elles sont accessibles à partir de la page d'accueil, elles sont accessibles à partir d'une fiche produit, elles sont accessibles depuis que tu viens de commande. C'est un lien en bas de la page qui permet au client à tout moment de les consulter, donc elles sont mises à disposition. Mais à elle seule, cette option ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Vous avez l'acceptation en cochant une case. Quand on se projette, on continue dans le parcours d'achat, vous arrivez à la page paiement, vous avez une petite case à cocher, j'accepte les conditions, j'ai lu les conditions générales de vente et je les accepte. Donc ça permet, vous avez la première étape qui permet une mise à disposition, une deuxième étape qui permet de recueillir une acceptation du client. Et encore une fois, donc ça c'est déjà très bien, l'acceptation par la case à cocher. On voit plus beaucoup de sites avec une case à cocher. On voit beaucoup de sites avec un bouton payer la commande, et en payant la commande, j'accepte implicitement les conditions générales de vente. Donc on est déjà border sur la pratique. Donc là, si vous avez une case à cocher, c'est déjà très bien. Mais pas nécessairement suffisant. Parce que le législateur impose aux e-commerçants de fournir des informations. Donc là, vous avez cet acte positif de fournir, de communiquer. Et donc, la pop-up, vous l'avez peut-être déjà vu sur certains sites, la pop-up peut être présentée en fin de tunnel de commande au moment du paiement. C'est une pop-up qui apparaît, dans laquelle vous retrouvez les conditions générales de vente qui sont enregistrables et imprimables, et que vous devez obligatoirement scroller pour pouvoir passer à l'étape suivante, pour pouvoir payer votre commande. Ce qui permet aux e-commerçants, dans ces process, de justifier que le client a tout simplement déjà eu les conditions à disposition sur le site. Et quand il est passé par l'étape pop-up, il a forcément dû scroller, donc il a forcément dû descendre la page. Donc il les a descendus à la va-vite par des consommateurs de fond, mais il a forcément dû le faire. Et il a dû valider. Donc vous avez quelque part l'acte positif donc, de fournir, de communiquer les CGV, et vous avez recueilli également l'acceptation sur les CGV. C'est pour ça qu'on a mis 2 pouces, 2 points verts, parce que c'est quelque part l'idéal au regard des textes. On a bien conscience que la pop-up n'est pas forcément l'idéal en tant qu'e-commerçant, parce que c'est encore une page supplémentaire qui s'affiche en face du client. Ça peut générer une redirection, ça peut générer un client qui abandonne son achat, mais pour autant, ça peut être l'idéal. Et enfin, l'option 4, qui est cumulative également, c'est l'email de confirmation de commande. Donc l'email de confirmation de commande, recommandé quand vous vendez auprès de professionnels, parce que ça va être tout simplement l'email dans lequel vous allez faire votre récap et vous allez transmettre la facture aux professionnels. Mais l'email de confirmation de commande est également obligatoire, et là je dis bien obligatoire pour les consommateurs. Donc, vous ne pouvez pas vous exonérer pour un consommateur de ce mail de confirmation de commande, qui est un récap donc, de la commande du client, mais est également le moyen, quand je dis récap, c'est le récap de toutes les informations qui ont été présentées au client auparavant. Donc, il va pouvoir retrouver dans cet email de confirmation toutes les conditions de son achat. Donc, dans l'email de confirmation de commande, vous allez retrouver le détail du produit, du service qui a été acheté, avec son prix, avec le détail de la livraison. Et c'est aussi le moyen, et c'est pour ça qu'on recommande
de joindre les CGV à cet email de commande, soit en les joignant sous la format d'un support durable, plus souvent d'un PDF qui est joint en email de confirmation de commande, en plus de la facture éventuellement qui serait annexée, ou si vous avez déjà fait dans l'étape précédente, si vous respectez déjà ces options-là, en tout cas vous avez un mix de ça avec une case à cocher, pas nécessairement la pop-up, c'est bon dans l'email de confirmation de commande de retrouver les CGV, donc, comme je dis, soit en annexe, soit en pièce jointe, soit via un lien qui permette de réaccéder aux conditions. Comme ça, le client, lorsqu'il a fait son achat, il ouvre son mail de confirmation de commande, il dit tiens, bon, voilà, j'ai bien retrouvé, je retrouve bien le produit ou service acheté, la quantité, la livraison, le prix, mais je peux également, hop, par un simple clic, je retrouve les conditions applicables. Je peux voir la livraison, je peux prendre connaissance des conditions de rétractation, parce que peut-être que, comme on est post-achat, ben, j'ai envie de me rétracter, donc les conditions sont directement disponibles, et comme ça le consommateur peut facilement se rétracter. Voilà ce qu'il en est des informations. Oui. Les CGV, est-ce que nous on le met, mais est-ce qu'on est obligé de les mettre liés à la facture? On doit avoir deux documents. Ah, c'est peu importe. C'est pas gênant? Non, c'est pas gênant. La facture en même temps, les CGV après. C'est pas gênant du tout. C'est peut-être même à la limite appréciable, parce que vous vous retrouvez, quand le client va archiver sa facture, il va archiver par la même occasion les CGV. Après, ce qui est peut-être moins facile pour vous dans votre outil informatique, c'est si vous changez de version, de bien calibrer, de bien penser à modifier votre dossier, enfin votre fichier intégralement. Parce que En fait, ma CGV, elle est liée à la commande. D'accord. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai une ancienne CGV, bah, il va prendre la version de la... D'accord, ok. Et ça va générer un fichier PDF avec tout à jour, d'accord. Ah oui, c'est très bien ça. En ligne, vous nous entendez toujours? Personne dans le chat. Il y a des questions, n'hésitez pas. Donc on a globalement terminé. Une petite conclusion sur les informations de manière générale, que vous communiquez sur votre site. Vous devez veiller à l'exhaustivité de ces informations, à la lisibilité et à la compréhensibilité de ces informations. Donc, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est du rappel. Et surtout, en deuxième point, c'est ce que je vous ai présenté là, c'est quelque part le tronc commun, la base. Il faut faire attention à ce que vous vendez et aux informations que vous allez devoir adapter sur ce que vous vendez. Donc ici, je cite en exemple contrat de garantie contractuelle. Si vous vendez des produits, vous avez peut-être l'idée d'associer un contrat de garantie ou des contrats d'assurance qui sont liés à votre produit, mais ces contrats de garantie et contrats d'assurance obéissent à une réglementation spécifique qui vous oblige, en plus de ce que l'on a vu précédemment, à fournir encore plus d'informations. Vous avez, surtout sur les contrats d'assurance, qui est une réglementation très protectrice du consommateur, vous avez aussi l'obligation de communiquer une notice d'information préalable. Donc cette notice d'information, elle doit être communiquée aussi sous forme de support durable. Quand vous allez chez votre assureur ou chez votre banquier, vous signez un tas de papiers. Là, c'est la même chose. Et ces papiers sont bien présentés en amont. S'il fait bien son travail, il présente bien tout en amont. Vous allez retrouver la même chose en tant que commerçant. L'exemple aussi des contenus numériques, quand vous vendez de la prestation ou du contenu dématérialisé, attention à certaines dispositions. On pense, et Pierre-Antoine m'en parlait justement hier, aux produits immatériels. Quand vous proposez des choses en téléchargement, la rétractation n'est pas de droit du client. Donc vous devez, je dirais inversement, pour que le client ne puisse pas bénéficier de son droit de rétractation, vous devez lui recueillir expressément sa volonté de ne pas user de son droit de rétractation. Donc ça passe par malheureusement des cases à cocher, donc c'est long, mais pour autant c'est le seul moyen de se prémunir de ça, parce que si vous ne le faites pas, le consommateur pourra se rétracter, et pour autant vous restituez le produit dématérialisé, il pourra le faire, mais rien ne vous garantira qu'il n'y a pas de duplicité quelque part. Écoute, on va voir. Vente de services à la personne, on en a parlé. Donc sous agrément, il y a plusieurs dispositions spécifiques en la matière.
qui vous oblige également à avoir de l'information supplémentaire dans vos supports. Ça pose aussi la question parfois des produits sur mesure également, ou alors très personnalisés. Oui, On oui. a pareil, on a l'aménagement du délai de rétractation. Forcément, vous faites, je sais pas, un t-shirt logoté avec votre visage dessus ou quelque chose, c'est sûr que ça va être très compliqué de le vendre à quelqu'un d'autre. Et ça, bon, tu fais bien de le dire, Ou un Pierre-Antoine. meuble sur mesure ou des choses comme ça. C'est Ouais. Et effectivement, Pierre-Antoine fait bien de le dire, il y a quand même, dans les dispositifs protecteurs du consommateur, vous avez quand même des exceptions qui sont de droit, qui ne permettent qui ne permettent pas aux consommateurs de se rétracter. Donc l'exemple des produits personnalisés, effectivement, le consommateur ne peut pas se rétracter, à condition de l'avoir quand même indiqué dans les conditions générales de vente. Vigilance quant aux annonces marketing. J'ai pris 2 exemples, le satisfait ou remboursé. On l'a beaucoup retrouvé sur la toile, avec des conditions satisfait remboursé. Le client pouvait se faire rembourser son produit uniquement si le produit n'était pas ouvert. Donc déjà de une, ça va à l'encontre du droit de rétractation. Et puis de deux, quand on interprète les textes, si on est satisfait ou remboursé, si on veut prendre connaissance de sa satisfaction, il faut pouvoir tester le produit. Donc dire au client, on vous rembourse que si le produit n'a pas été ouvert, est encore scellé, c'est trompeur. Parce que le client ne peut pas se rendre compte de sa satisfaction. Et au-delà de tout ça, il y a le droit de rétractation qui lui permet en tant que consommateur de bénéficier justement, parce qu'il ne faut pas oublier que le droit de rétractation permet au client de se repositionner comme s'il était en magasin et qu'il pouvait toucher le produit et demander à l'essayer ou en tout cas à le tester. Ce dispositif de rétractation permet au client en fait, de repositionner et comme s'il était dans un établissement physique. Annulation gratuite, c'est idem, on ne peut pas, je l'ai vu sur plusieurs sites internet, et ça existe encore, on ne peut pas se prémunir d'un droit qui est prescrit par le législateur auprès du client. Annulation gratuite, nécessairement, un client d'un e-commerçant pourra nécessairement user de son droit de rétractation. On ne peut pas se prémunir de ce droit et en faire un argument marketing, parce qu'il pourra, c'est 2 droits. Dans les 14 jours, il pourra nécessairement se rétracter. Donc, on ne peut pas indiquer sur son site, dans les 14 jours, vous bénéficiez d'une rétractation et en faire un message commercial. Pratique tarifaire, bon, j'en ai parlé tout à l'heure. Attention, les soldes, j'ai déjà vu des périodes de soldes hors période de soldes, certains produits, des rabais annoncés et inexistants. Si vous faites des ventes privées, c'est possible, mais les ventes privées, comme leur nom l'indique, ce sont des ventes privées, donc réservées à une certaine catégorie de personnes. Il ne faut pas déguiser les ventes privées en une sorte de pré-solde, en ouvrant des ventes avant les soldes à tout le monde, en disant que c'est des ventes privées, mais au final tout le monde peut y avoir accès. Prix de référence, on en a parlé, voilà. J'en ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Idem en ligne, on est à votre disposition. Et dans le timing, on est plutôt bon. Bon, silence mal à l'aise. Alors, merci à tous. Et n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées, donc elles sont affichées ici. Et après, vous pouvez tout simplement nous appeler au bureau de Marc. On est à votre disposition. Il y a des audits de site. Oui. Oui. Pour lever toutes les anomalies. C'est ça, oui. C'est souvent ce qu'on appelle des mini-audits, en fait, sont souvent un préalable à une re-rédaction de conditions générales de vente ou à la rédaction de mentions particulières. Je parlais tout à l'heure des données personnelles quand vous êtes sur des points de collecte. C'est des choses qu'on voit facilement quand vous avez des points de collecte de données. Pour un newsletter, merci de renseigner votre adresse ici. S'il n'y a pas de mention en dessous, c'est typiquement le genre de choses qu'on fait ressortir dans l'audit et qu'on peut vous proposer en reformulation. Et associer une politique de confidentialité et après de manière plus large sur les conditions générales de vente, effectivement. Voilà. Voilà, merci à tous. Je ne sais pas si on doit couper, nous, techniquement. Tout le monde en ligne a éventuellement une question à poser, etc. Tout le monde est clair sur le contenu. Je vais regarder si pour un petit message qui vient. Oui, ça arrive. Une question arrive pour toi. Oui. J'ai l'annonce de la question.
question qui m'arrive. Est-ce que les CGV doivent obligatoirement être différentes en ligne par rapport à celles d'un point de vente physique? Oui, alors oui, elles doivent être différentes parce que vous avez les dispositions qu'on a eues ici, et je vais encore une fois parler du droit de rétractation, ce sont des dispositions qui sont applicables qu'aux ventes à distance. Donc si vous avez des conditions générales de vente avec un droit de rétractation et que vous les présentez également en magasin, vous accordez à un client d'un point de vente physique un droit de rétractation alors que ce n'est pas un droit. Donc ça peut être effectivement dangereux d'avoir un même support. Donc c'est déconseillé de faire les identiques. Donc c'est déconseillé d'avoir des conditions identiques. Oui, tout à fait. C'est parfait. Bon, merci à tous. Très bonne journée et à bientôt.